M'ont donné aussi de la lucidité sur toute une série de choses et que j'attends chacune de ces publications avec une véritable impatience. Voilà. Alors Éric De Luca, avant d'entrer dans notre entretien, peut-être un mot ou deux mots, comme vous voulez. Vous avez accepté bien volontiers d'être là aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous relie à cette manifestation dans laquelle vous êtes accueilli? Ce n'est pas la première fois que j'obéis à la convocation de Daniel Liban. À l'invitation? Non, non, c'est une ordre. D'accord. C'est un ordre. Je fais un peu de confusion entre les ordres et les invitations. Parfois, des ordres, je les pris pour invitation et j'ai laissé tomber. Et par contre, il y a des invitations comme celui de Daniel, ou comme par exemple celui de Médecins Sans Frontières qui m'ont invité à aller sur un bateau pendant au large de la Libye, dans la Méditerranée. Là aussi, c'était un ordre pour moi et pas une invitation. Donc, j'ai obéi à sa convocation. On s'appelle ici, cette manifestation, lanceur d'alerte, mais l'alerte a déjà été lancée. C'est déjà un cours de progrès, l'alerte, et va s'épanouir dans les plus différents domaines, et dans les plus différentes formes d'activité, de lucidité, parce que c'est ça l'alerte, avoir de la lucidité nécessaire pour prévenir les dégâts futurs, et pour envisager une perspective de sanification de notre vie sanitaire, sociale et civile. Merci Éric De Luca. Alors pour servir de guide à cet entretien, je me suis reporté au dernier ouvrage paru en français, le dernier que j'ai lu, donc d'Éric De Luca, dont je vous conseille la lecture si vous ne l'avez pas déjà faite, qui s'intitule Impossible. Alors c'est un texte d'une extraordinaire originalité, d'une très grande force, dont la forme est extrêmement intéressante. C'est l'histoire d'un interrogatoire avec des questions et des réponses. C'est une rencontre d'abord entre quelqu'un qui marche dans la montagne, dans les Dolomites, sur une vire, et qui donne l'alerte parce que la personne qui marchait devant elle, devant lui, vient de subir une chute. Et puis il se trouve que ces deux personnes qui se rencontrent, qui ne se rencontrent pas en fait, mais qui ont vécu côte à côte sur cette vire pendant quelques heures, se connaissaient très bien, puisque celle qui est tombée avait dénoncé jadis des camarades de lutte à la police et avait fait tomber le réseau dans lequel ils étaient ensemble, tous les deux impliqués. Et le roman, c'est un dialogue entre un juge et celui qui est accusé d'avoir voulu se venger. Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce que le livre mérite d'être lu. J'ajoute juste que c'est aussi un formidable roman d'amour parce que ces interrogatoires sont séparés par de magnifiques lettres qui sont des lettres, je trouve, d'une beauté saisissante et qui, comme toujours chez Éric De Luca, nous transmettent une émotion considérable. Alors bien sûr, je n'ai pas la naïveté de croire que le personnage central de ce livre, c'est Éric De Luca. C'est un personnage de fiction,
Mais ce personnage central dit beaucoup de choses. Et je vais m'appuyer sur un certain nombre des affirmations de ce personnage central pour interroger Éric De Luca en le remerciant encore d'être parmi nous aujourd'hui. À un moment, le juge demande à l'accusé « Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ?» Faire ça, c'est supposément à assassiner un de ses anciens camarades qu'il a trahi, et en réalité à vous engager dans une lutte. L'accusé répond, nous n'avons pas de commanditaires, ils sont inutiles. La montagne est un mobile suffisant, le monde est un mobile suffisant. Alors les commanditaires, eh bien, ça pourrait être peut-être les lobbyistes. Eh bien, Éric De Luca, vous n'avez pas de commanditaire, et vous nous dites que le monde est un mobile suffisant. Alors pourquoi ? Pour la question de la montagne, c'est une question pour moi élémentaire. Ça veut dire que ce sont des forces matérielles qui se sont produites sur la surface de la Terre. Et des immenses forces souterraines ont poussé les montagnes vers le haut. Ça veut dire que j'imagine que la Terre a des pouces vers le haut, contraire à toute loi de gravitation. Je le trouve partout, cette loi de contradiction et de force opposée à la gravitation. Je le trouve dans les montagnes, mais je le trouve aussi dans un petit sémence qui se trouve sous la terre et qui sait où commencer à pousser. Si quelqu'un de nous se trouve sous une avalanche, il ne sait pas l'endroit où pouvoir sortir. Chez nous, on dit que la seule possibilité, si tu te trouves à la surface de l'avalanche, mais bien sans savoir que tu te trouves possiblement proche à une sortie, la seule possibilité, c'est de jeter un peu de salive sur l'avalanche, parce que la salive descend. Et alors tu peux chercher la sortie de l'autre d'anneau, mais tu peux trouver en bas et la sortie en haut ou vice-versa. Donc, la sémence, c'est toujours où est la sortie. À cette force qui le pousse vers le haut. Et pour moi, ça, c'est une manifestation de la beauté. Ça veut dire, pour moi, la beauté, c'est pas une scénographie bien bâtie par quelques artisans ou artistes. La beauté, c'est une force de nature qui pousse régulièrement et forte, avec des immenses forces du bas vers le haut. Je suis napolitain, donc je viens d'un Woolf qui est très célébré pour son harmonie, sa beauté, mais cette beauté qui n'a pas été faite par un artiste, ça a été faite par les tremblements de terre et l'éruption. C'est un passage provisoire, la beauté c'est un passage provisoire de cette immense manifestation de la force. Donc, ce qui me pousse vers les montagnes est exactement la beauté, mais pas la beauté de la scénographie, mais la beauté de leur force d'arriver et de pousser vers le haut. Et donc, j'ai l'impression c'est assez secondaire, on dit comme ça, de suivre le parcours de la Terre en montant l'anneau sur les montagnes. Donc, la Terre, ça veut dire la beauté est un mobile suffisant pour moi. En plus, il y a un vers d'un poète russe qui s'appelle Brodsky, qui me regarde, qui dit ça. Dans le monde, il n'y a pas de cause, il y a seulement des effets. Voilà, nous sommes habitués à imaginer qu'il y a toujours quelque cause pour les manifestations, pour les événements. Mais Brodsky dit non et son nom me regarde. Il y a toujours la proposition imposée des causes, des effets, toujours quelque chose de forcé pour moi. Ça veut dire deux personnes s'aiment, mais quelle est la cause de leur amour?
Le fait qu'ils se sont rencontrés parfois dans un bazar, dans un bistrot, dans un bain turc, non. Là, c'est vraiment une coïncidence, quelque chose d'insignifiant pour justifier leur sentiment amoureux. Leur amour n'a rien à voir avec une cause, c'est un effet. Comme ça. Je suis résistant à la justification, parce que les causes se justifient. Il n'y a pas, souvent il n'y a pas de justification. Dans la lutte que nous avons faite, oui, il y avait une justification. Il y avait toute une génération insurgée à un niveau, sur l'échelle de planète, qui avait commencé qui était contemporain des mouvements révolutionnaires. Le XXe siècle est un siècle révolutionnaire. Comme ça, ont été démantelés des empires coloniaux et sont surgis des nouvelles nations, des nouvelles indépendances, des nouvelles libertés. Et donc, dans ce siècle révolutionnaire, notre âge était l'âge la plus encerclé de mouvements révolutionnaires, la plus contemporaine de mouvements révolutionnaires. Nous étions collègues et partenaires et camarades de toute une espèce de toute une variété de mouvements révolutionnaires de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Et comme ça, quelle était la cause? Je ne sais pas ce qu'est la cause, mais l'effet est que nous étions là. Alors sur la montagne, vous nous dites aussi quelque part dans ce livre, c'est le personnage principal qui s'adresse au juge, ne dites jamais que j'ai fait cette montagne. C'est le monde qui s'est chargé de l'affaire, c'est pas vous. Alors est-ce que ce monde ne nous assigne pas un peu à une forme de modestie de l'humain face à cette réalité qu'est la nature, est-ce que votre rapport à la montagne, votre rapport au monde n'est pas aussi celui qui consiste à redonner une place à l'homme qui n'est plus celui de la toute-puissance, mais celui d'une forme de, alors j'allais dire d'un respect, mais le terme est galvaudé, une forme d'harmonie, c'est aussi galvaudé, une forme de compagnonnage avec la nature dont il fait partie. Mais la montagne, c'est évident, non? Notre condition est d'une infériorité absolue. Et quand nous allons là, nous ne sommes même pas invités par la montagne. Nous sommes des intrus qui se publient. Des intrus. Nous faisons des intrusions dans un endroit qui n'est pas fait pour nous. Et c'est tant vrai qu'il n'est pas fait pour nous que nous revenons de là. Nous ne voulons pas nous installer sur un sommet. Un sommet, on rejoint et on le laisse le plus vite possible. Donc c'est évident que c'est que dans le large espace où notre taille est insignifiante, que là il y a un sentiment d'infériorité, pas de camaraderie avec l'ambiance. J'ai fait une différence entre ambiance et nature. D'accord. Mais c'est quelque chose de personnel. Dites-nous un petit peu cette différence. Oui. Ambiance, ça vient du verbe latin ambire. Ambire, c'est ce qui encercle. Non? Alors, l'ambiance est ce que encercle nous. Au fur et à mesure du temps, nous avons encerclé l'ambiance, mais on a renversé l'encerclement. Nature est où nous ne sommes pas, où notre présence n'existe pas. Insignifiante ou minimale. Là, c'est la nature. Et là, nous sommes des atouts. Et cette espèce de prétention humaine à vouloir dominer la nature plutôt qu'à s'y inscrire à l'intérieur, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas la question de la domination, c'est la question de l'exploitation. Quand la divinité dit, après le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, dit à la dame, maudite sera la terre. Pourquoi maudite sera la terre? Mais c'est une constatation. Ça veut dire que la dame, dès qu'elle est devenue une autre espèce vivante, à travers le fruit de la connaissance, ne se contentera plus du fruit naturel et spontané de la terre. Il se penchera sur la terre pour l'exploiter, pour extraire majeur produit et profit.
Donc c'est une question d'exploitation. Notre spécimen a c'est pas en harmonie avec son lieu, a été toujours en guerre avec le lieu, avec l'ambiance autour d'elle. Et c'est cette guerre-là à laquelle vous pensez qu'il nous faut mettre fin aujourd'hui? On peut y mettre fin? C'est un effet inévitable. C'est un effet inévitable qui, aujourd'hui encore, peu envisageable, mais la génération qui est née dans ce nouveau millénium, déjà l'envisage. Et déjà a entamé une scission et une dissociation de toute la génération des adultes. Et ça ressemble un peu à ma jeunesse. Il y avait un moment où ma jeunesse s'était complètement révoltée contre la génération des adultes et contre l'autorité de cette génération d'adultes. Et avait pu faire cette démarche parce qu'elle parlait du monde entier. Ne s'occupait pas du rez-de-chaussée ou du quartier. Elle s'occupait directement du monde entier. Et cette génération nouvelle, je la trouve semblable à la nôtre, pour cette question fondamentale de départ et de démarche. La responsabilité face au monde, à l'échelle de planète. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en marche. L'alerte est déjà lancée. Non? Merci. Vous évoquiez votre jeunesse. Le personnage principal du roman évoque sa jeunesse aussi, une jeunesse qui est celle des années de plomb, comme on dit. Une jeunesse... Je ne dis pas ça. Vous parlez des années de plomb quand même. Non. J'ai changé de définition. Ah bon, d'accord. Alors c'est la traductrice qui a peut-être fait un petit peu bouger votre propos. Mais votre personnage principal, en parlant des années 70-80, ce moment, on peut dire quasiment de guérilla, dit que ça a quand même permis d'obtenir de bons résultats. Vous le pensez toujours? Je l'ai constaté. Ce n'est pas une pensée, c'est une constatation. Bon, l'Italie des années 70, c'était une Italie qui était pleine de luttes sociales, mais pas seulement les luttes ouvrières. Nous organisons par exemple la lutte des marins embarqués sur les bateaux de pêche dans l'Adriatique. Il y avait pas seulement les étudiants, mais aussi les enseignants étaient pas à cause de la lutte. Les pompiers, les soldats dans l'armée. Il y avait des luttes partout. Et il y avait des résultats. Par exemple, la réforme du système judiciaire carcéraire en Italie. Mais ce n'est pas une réforme pensée par quelques innovateurs. C'est une réforme produite par les luttes, par les révoltes des prisons. Donc, je peux dire que notre génération, à travers un système s'est heurté avec un système de force, a pu obtenir des grandes améliorations sur le travail. Sur le travail, dans les usines. À un moment, 10 minutes avant du déchaînement des luttes, quelqu'un qui était sur la chaîne de montage, non? On ne pouvait même pas s'adresser aux camarades à droite ou à gauche. Et s'il avait besoin d'aller pisser, il devait demander le permis au chef de l'officine. Et le chef de l'officine pouvait lui empêcher de le faire, il se pissait dans la plaie. Vous pensez que c'est fini, ça? Non, et tout à coup, c'était renversé. Mais c'est peut-être revenu, hein? Ah, c'est revenu aussi, mais là, nous avons complètement renversé la discipline, la tyrannie du travail.
Ils se sont pris des libertés des énormes libertés avec des formes de lutte très dures et très efficaces aussi. Donc je peux dire que j'ai toute une liste d'améliorations. Donc, c'est curieux, mais c'est passé comme ça. Nous étions des révolutionnaires qui ont obtenu des grandes réformes. On était des réformistes involontaires. Vous pensez que le temps d'aujourd'hui n'est plus le même à cet égard? Ce n'est pas les mêmes méthodes qu'on peut utiliser, c'est d'autres méthodes? Non, c'est complètement terminé. Le format combat et révolution, c'est complètement expiré dans le XXe siècle. C'était le format du XXe siècle et exactement à la tombée du XXe siècle, c'est terminé. Alors quel est le format aujourd'hui? Le format aujourd'hui, c'est celle d'une nouvelle génération qui s'occupe de l'avenir de la planète. Et qui s'en occupe comment? Ça s'en occupe dans beaucoup de manières. Mais il faut faire... je dois faire une prémisse. Nous sommes dans une société qui a fait prévaloir l'économisation de la vie publique et civile. Je parle de l'exemple de l'Italie qui est un exemple extrême, où on a eu pour chef du gouvernement pour 20 ans un des plus riches, non? Et qui a eu comme président de la République quelqu'un qui venait de gouverneur de la Banque centrale. Et aujourd'hui encore, a comme chef du gouvernement un ex-président de la Banque centrale européenne. Donc en Italie, la question de l'économisation de la vie politique est devenue même ridicule sur l'échelle. La première chose qu'avait fait le gouvernement de celui qui a duré 20 ans, la première chose, le premier acte législatif, c'était la dépénalisation de la déclaration du faux au bilan de l'entreprise. La première, il avait l'urgence de faire immédiatement ça. Donc ça mais qu'est-ce que va produire l'économisation de la vie politique? Va produire une dégradation du format État au format entreprise. L'État devient une entreprise. L'État est quelque chose qui tient ensemble une communauté de citoyens censés d'être traités à la même manière, sur un plan de parité, d'égalité. L'entreprise, non. L'État garantit des droits, le droit à la santé, le droit à une justice égalitaire, le droit à une instruction. Ce sont les piliers fondamentaux d'une construction de l'État. Mais l'entreprise, non. L'entreprise offre des services. Quand tu transformes un droit en service, tu transformes le citoyen en client. Ça veut dire qu'il n'est plus un citoyen qui appartient à une communauté, mais c'est un client qui vient évaluer pour son pouvoir d'achat. S'il peut avoir un bon pouvoir d'achat, alors il aura une bonne instruction, une bonne santé et aussi un bon traitement judiciaire. Et sinon, rien. Sinon, rien de ça. Parce que le client est comme ça. Si le client n'est pas solvable, comme on dit, ou soluble, parce que le client est souvent soluble. Ça veut dire qu'il disparaît complètement de la liste des clients. Et voilà. Ça, c'est l'économisation de la vie civile et de la vie publique. Où il y a où se manifeste le contraire de ça. Par exemple, se manifeste ici. Ici, nous ne sommes pas des clients qui sont venus pour un service, mais nous sommes des citoyens qui se sont réunis. Toutes les fois que des personnes se réunissent pour faire un débat, pour prendre conscience de leur état, pour faire organiser une lutte, une assemblée, qui c'est la forme élémentaire et indispensable de la démocratie, l'assemblée. L'assemblée où on prend la parole. Le verbe exact, il faut prendre la parole, parce que ce n'est pas une parole
facilement régalé, donné, offert. Il faut prendre la parole. Au bon moment, une communauté doit prendre la parole. Alors, se réunit à l'Assemblée, prend la parole, la garde, cette parole, se le fait arracher de la bouche, ne va pas arracher de la bouche, et au moment qu'il prend des décisions, il faut tenir la parole. Donc, c'est tout un format de la démocratie. Dans ce moment-là, les clients sont devenus citoyens. Tout à coup. Tout à coup. Dans l'entrée dans une assemblée, ils redeviennent citoyens. À la sortie, ils sont encore ils reviennent à être dans l'état de clients, de la clientèle. Donc, il y a toute possibilité, toute lutte sociale permet aux individus séparés, isolés, de réunir les fibres de la communauté et redevenir citoyens. Et une autre forme de récupération de la citoyenneté, c'est le gratuit. La coopération gratuite entre les personnes. Le bénévolat. Le bénévolat démontre que toute une autre vie économique est possible. L'économie du gratuit. Que c'est la vraie économie qui se fonde sur l'échange entre êtres humains. Qui a plus de connaissances ou plus de temps peut offrir à quelqu'un qui est dépourvu. Donc ça, ce sont des formes de manifestation de la citoyenneté ici, aujourd'hui, dans notre système de vie quotidienne. Et c'est sur ça que nous pouvons appuyer notre conviction qu'il y a le futur de cette condition humaine qu'est d'être citoyen. Merci Henri De Luca, merci de ce développement qui, je crois, est particulièrement important pour nous et qui nous réinstitue quelque part ici comme citoyens et non pas comme clients. Toujours dans ce petit livre Impossible, votre personnage principal à un moment rechigne un petit peu à être manipulé par le juge, par le magistrat, et dit « Allons au tribunal, allons au procès ». C'est le bon endroit pour le citoyen qui se confronte à l'État. Alors, comme ici, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a des gens qui vont au tribunal, qui vont au procès. Vous pensez réellement que c'est un outil possible, c'est un moyen de lutte possible que de jouer sur la justice, fût-elle la justice d'un État qui est devenu une entreprise? Non, non. Mais c'est vrai que le moment où un citoyen rencontre l'État, c'est dans une commissariat de police et dans un tribunal. Là, le citoyen rencontre vraiment l'État. Donc c'est une étape où se manifeste le rapport entre le citoyen et l'État. Et ce n'est pas un lieu de réalisation de la citoyenneté. C'est un lieu de confrontation spécifique sur des faits concrets qui sont mis en cause et en discussion. Là, ici, nous faisons un dialogue, que c'est le format préféré de la philosophie et de la connaissance. Quand Eschilo introduit le deuxième protagoniste dans le théâtre grec, dans le 6e siècle avant Christ, il introduit le dialogue. Ça, c'est le format idéal du débat et de la confrontation. Entre un magistrat et un accusé, il n'y a pas de dialogue. Il y a un interrogatoire. Donc, le verbe latin, parce que j'ai étudié le latin au lycée classique, le verbe latin pour demander offre des possibilités. Il y a un verbe de demander, que c'est le verbe querere, que c'est le verbe du dialogue. Poser des questions et avoir des réponses et poursuivre dans les questions-réponses. Et il y a le verbe petere, qui ne s'est pas demandé pour savoir, mais demandé pour obtenir. Et alors, ce qui se produit dans un interrogatoire, c'est le verbe petere. C'est le magistrat qui demande confirmation de ce qu'il prétend savoir déjà. La confirmation de son hypothèse.
de crime. Donc ce n'est pas un dialogue, c'est on n'est pas sur, dans la question il y a une parité, non une égalité entre nous. Entre un magistrat et un accusé, il n'y a pas de... on n'est pas sur le même plan. On n'est pas sur le même... et aussi encore aujourd'hui, dans le débat sur les années, pas de plomb, mais de cuivre, je dis. Parce que c'est des ans d'électricité, de circuits électriques qui permettaient de faire circuler les mots d'ordre et les luttes dans tous les réseaux sociaux de l'Italie italienne. Donc dans les années de cuivre, encore aujourd'hui, il y a on ne peut pas se trouver à faire un débat entre un dialogue, non? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui continue à accuser et l'autre qui doit continuer à se défendre. Donc c'est toujours impossible encore en Italie de faire ça. L'affaire Battisti est la démonstration de ça. Il y a toujours et même quand tout récemment, il y a eu des fermes, non? Des convocations de certains citoyens français ex-italiens. Là, il y a eu en Israël toute une montée, une vague de montée des accusations, des accusataires à outrance. Ils sont accusataires par définition. Ils n'acceptent pas d'être sur le même plan de l'autre. Donc, dans ce cas, dans l'interrogatoire, il y a, dans mon histoire, un dérapage vers le dialogue, que c'est un dérapage impossible, ne se produit jamais au moins. Nous sommes, moi et nous, le reste et tant d'autres ici, peut-être quelques ici, nous avons connu la différence entre interrogatoire et dialogue. Nous avons connu la position de l'accusé. Jamais je me suis trouvé face à un magistrat à faire un dialogue. Jamais, c'est impossible. Mais ici, dans cette histoire, il y a eu ce dérapage qui dépend d'un sentiment de double infériorité du magistrat face à l'accusé. Il est le chef accusataire, mais il ne connaît rien du tout, parce qu'il est jeune, il ne connaît rien du tout de cette époque, sinon les actes judiciaires, ça veut dire rien du tout. Et il ne connaît même pas la montagne. Alors, dans cette double condition d'infériorité, il essaie aussi de connaître. Il essaie aussi d'apprendre quelque chose, non? Pas simplement appliquer son travail de démonstrateur de l'accusation. Il peut aussi, alors bien ce dérapage. Et l'accusé accepte de lui donner des explications. Et il lui offre le conseil aussi d'aller en montagne. C'est rien du tout que vous envoyez un drone pour regarder l'endroit de l'accident. Allez sur l'endroit, allez voir ce qui se passe là. Connaissez le lieu. Donc, dans cette histoire ici, il y a un passage, une bascule entre l'interrogatoire et le dialogue, ce qui rend lisible, sinon ce serait un format judiciaire, ça serait des actes judiciaires tout simplement. Mais est-ce que vous diriez aux lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, allez devant les tribunaux? Est-ce que vous diriez, faites comme Greta Thunberg et les 17 lycéens, allez devant l'ONU, utilisez les instances judiciaires pour vous faire entendre, parce que c'est un bon moyen pour obtenir satisfaction et faire triompher le bien commun face aux lobbies et aux intérêts commerciaux? Est-ce que vous leur diriez, allez-y, allez-y, la justice peut être un lieu possible pour faire gagner le droit à l'avenir? Donc, pour ce qui regarde les lieux où se manifeste
les revendications de la jeune fille Thunberg, elle doit aller partout. Elle va partout et elle déclare son incommunicabilité, son intransigeance face à ces tribunes, ces grandes tribunes. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas le tribunal d'aller voir. C'est public le tribunal, on peut entrer. Il ne faut pas être accusé au témoin pour entrer en tribunal. Il y a l'espace pour le public. Là, c'est un endroit où quelqu'un, un citoyen doit aller pour connaître ces faits communs. Une vie sociale et civile comme celle de notre pays. Et comme ça, je pense qu'un magistrat devrait connaître la prison. D'abord. Et un citoyen doit doit être présent et doit assister à des procès. Il ne doit pas attendre d'être appelé en cour d'assises pour quelques crimes, pour faire le juge. Quand il se trouve là, il est complètement sujet à la compétence des autres, des juges et des magistrats officiels, évidemment. Non, donc c'est un endroit à fréquenter. Je dirais comme éducation civile, la fréquentation des tribunaux. Alors, votre personnage principal renvoie à un moment au juge une formule que je trouve très forte au sujet de la langue. Il lui dit: la langue est un système d'échange comme la monnaie. La loi punit ceux qui impriment les faux billets, mais elle laisse courir ceux qui écoulent les mots erronés. Moi, je protège la langue que j'utilise. Et vous-même, et là je pense que vous êtes assez identifié à votre personnage principal, vous avez écrit ce petit ouvrage qui s'appelle « La parole contraire », que je suppose nous avons lu les uns et les autres, et l'éditeur français a inscrit sur la page de titre de cet ouvrage « La parole contraire » une phrase que vous prononcez à l'intérieur de cet ouvrage: « J'accepte volontiers une condamnation pénale, mais pas une réduction de vocabulaire. » J'accepte volontiers une condamnation pénale, mais pas une réduction de vocabulaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Pourquoi cet attachement aux mots? Et on sait que votre attachement à certains mots vous a valu des difficultés judiciaires particulièrement importantes. Et le mot en question, c'est le mot sabotage. Oui. Et le verbe saboter. Le verbe saboter qui a été pris comme chef d'incrimination pour incitation à commettre des crimes. Et j'ai défendu mon verbe saboter et mon nom, le mot sabotage. Parce que, d'abord, je dois le verbe saboter à la France. C'est vous qui l'avez inventé, ce mot. Plus précisément, c'est une lutte ouvrière française qui a inventé ce mot. C'était la lutte des ouvriers textiles qui, au début du XVIIIe siècle, faisaient des luttes pour... il y avait l'introduction des machines ustensiles qui procuraient l'expulsion de beaucoup de main-d'œuvre. D'ouvriers. Et alors, les ouvriers jetaient leurs sabots dans les machines pour les entraver, pour les endommager. Et ce qui est décisif pour moi, dans cette forme, d'abord qu'il n'était pas très riche en sabots, non? Si quelqu'un jette un sabot, après va à pied nu. Non? Et en plus, ceux qui jetaient le sabot dans l'outil, ce n'était pas l'ouvrier expulsé, pour chasser, expulsé, mais l'ouvrier qui était là, qui avait gardé son lieu de travail. Donc c'était un acte de solidarité et de fraternité envers les expulsés. Donc c'était un vrai acte de fraternité sociale. Le verbe saboter introduit
à travers cette origine, tout a continué à prendre des autres significations, pas forcément des simplifications de dégâts matériels. Non? Quand les ouvriers font grève, non? Croisent les bras, ils font un sabotage de la production, mais sans faire aucun dégât. C'est un acte de résistance passive, la grève. Quand quelqu'un, au lieu de désobéir à l'ordre, l'applique mal ou en retard, il sabote l'ordre. Quand dans un parlement il y a une forme d'opposition à outrance contre une loi, il y a un sabotage de la loi. Donc, le mot saboter est un verbe qui a regardé, s'est libéré de la circonstance du petit au grand dégât. C'est un verbe qui formule une possibilité de lutte. Et toute la lutte de la Val des Sources a été un acte régulier de sabotage, mais pas de sabotage matériel, parce qu'on n'empêche pas de faire un trou ou de faire la galerie en coupant avec les ciseaux des filets, non, des barres. Cela, il s'agit d'un acte symbolique de la manifestation d'opposition. Mais toutes ces années d'opposition de cette vallée, à l'unanimité, à la grande unanimité, bon, ces années, ont empêché par décennies que cette œuvre soit faite. Cette œuvre n'est même pas commencée. Ça veut dire que les trous qui ont été faits, on n'a rien à voir avec le trou principal. Ce sont des trous de service, ce sont des tunnels de service. Il n'existe pas encore, après des décennies, le trou principal. Donc, ça c'est exactement ce que j'entends pour saboter. La balle a saboté et a continué à saboter cette œuvre, qui est devenue ridicule. Elle est devenue paradoxale, mais qui est encore dotée d'argent à gaspiller. Donc j'ai défendu le verbe de saboter. Et alors vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça vous a valu, cette défense du verbe saboter? Pour moi, m'a forcé à m'occuper déjà de cette connerie d'accusation. Je me suis dû occuper de cette... aller à Turin, aux séances du procès, non. Mais le fait, ça c'est l'effet secondaire sur moi, mais l'effet principal a été que cette lutte, à travers mon incrimination, a été plus connue et plus reconnue. Aussi dans ses justifications, dans ses moyens, dans ses personnes, dans son histoire. Alors, j'ai su qu'est-ce que peut faire un écrivain. J'ai su qu'est-ce que peut faire quelqu'un qui se veut occuper de la vie civile de son pays. Et donc, qu'est-ce que peut faire? Faire l'amplificateur. Un outil d'amplification des raisons d'une lutte. Pas le porte-parole, pas le porte-voix, ils ont la voix. Ils ont la voix, mais c'est une voix qui n'est pas écoutée. Ou qui, bien qu'elle est écoutée, vient d'être diffamée, et vient d'être ignorée. Qu'est-ce que peut faire? Qu'est-ce que c'est produit avec moi? Que cette lutte est devenue plus connue. Alors j'ai fait exactement j'ai été exactement l'outil de cette relancement du signal et du message, comme une espèce d'antenne. Alors quelqu'un peut dire, mais tu t'aperçois que tu es un instrument de cette lutte, mais c'est exactement la seule chose que je peux faire. Être l'instrument. L'instrument parce que ma personne, mon activité d'écrivain a quelques petits écoutes majeures. Alors, je peux employer ça. Mais j'ai employé ça comme citoyen qui fait le métier d'écrivain, pas comme écrivain. Comme écrivain, j'écris des histoires, Je ne dois pas m'occuper
Je ne mets pas des théories ou mes convictions dans l'histoire. Je ne dois pas démontrer quelque chose. Ce n'est pas une thèse que je dois démontrer dans une histoire que j'écris. Mais comme citoyen aussi, j'ai des thèses, je défends des thèses. Et je défends des droits civils de mon pays. Ça, c'est ce que peut faire un écrivain. La même chose peut faire un cordonnier. Un cordonnier qui veut faire quelque chose de plus que faire des bonnes chaussures. Il peut se battre pour que tout le monde puisse aller avec des bonnes chaussures dans la vie. J'ai la spécification, ma spécialité est la parole. Donc je me dois m'occuper de prendre cette parole, pas la mienne, mais la parole des autres. Il y a un petit passage d'un livre des Proverbes dans l'Ancienne Écriture qui dit « Ouvre ta bouche pour le mouet ». C'est un ordre. Hein? Ouvre ta bouche pour le mouet, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Donc, c'est qui le mouet? C'est pas seulement celui qui n'a pas des cordes vocales. Le mouet est quelqu'un qui a une voix qui n'est pas écoutée. Alors je peux ouvrir ma bouche pour le mouet. Pour faire sentir la voix du mouet. Je ne suis pas son porte-parole, je répète, je suis l'instrument de transmission de sa parole. C'est aussi ça que vous portez dans votre combat militant. Les mots subversifs, vous assumez le pouvoir subversif d'un certain nombre de mots et la capacité qu'ont les mots à mobiliser les personnes et à faire entendre des voix. Oui, mais les mots ne sont pas subversifs. Les mots doivent être précis. Les subversions sont dans la précision. Par exemple, vous avez entendu souvent dans les transmissions, dans le langage public, qu'il y a des vagues d'immigration. Donc, alors, si tu emploies ce mot vague, alors, qu'est-ce que doit faire une terre ferme contre les vagues qui arrivent? C'est évident que se produit une réaction élémentaire au niveau des mots, non? Contre les vagues, il y a les barrages, les digues, pour éviter l'averse, non? Mais c'est du faux vocabulaire. Tu dois défendre contre le faux vocabulaire en cours. Ce sont des flux migratoires. Ah, si tu emploies le mot flux migratoire, il n'y a plus l'effet barrage ou l'effet, évidemment, étranglement du flux. Ne marche plus. Mais ce sont des flux, c'est exactement ce qu'ils sont. Ce sont des flux d'êtres humains qui bougent sur la surface de la Terre, comme a toujours fait l'espèce humaine depuis son début. Non, ce sont des flux. Alors tu emploies le mot juste, et le mot juste n'est pas subversif. Mais il est subversif quand même, changer vague. Il coupe le terrain sous les pieds du mot faux. Oui, ce qui est subversif. Non, qui remet la chose sur ses pieds. Très bien. Je crois qu'on est d'accord finalement, tout à fait. Alors, Eri De Luca, vous faites dire à votre personnage aussi, à un moment, vers la fin de l'entretien avec le magistrat, il y a une sorte d'éloge du communisme. Pas du communisme comme régime, mais comme idéal. Hein, vous lui faites dire, il n'est pas nécessaire que les moyens de production de marchandises, de services, soient entre les mains de personnes privées, de celles qui facturent le pronom mien. Je trouve la formule est vraiment belle, quand il dit les personnes privées qui facturent le pronom mien, un mien. Ils peuvent être publics. Alors ici, dans ces journées, il y a plusieurs séances qui sont consacrées à la défense des services publics, de ce que les services publics ont comme projet, c'est-à-dire être au service du bien commun et non pas des intérêts individuels et des lobbies. Alors pour vous, cette notion de service public a encore du sens aujourd'hui parce que l'idéologie dominante, celle qui nous est renvoyée par beaucoup de médias, c'est que la notion de service public serait finalement obsolète et que tout ce qui affaiblirait les services publics permettrait au contraire de mieux affirmer ou de mieux entrer dans la modernité. Non, ce n'est pas modernité, le retour à la privatisation des droits. Ce n'est pas de la modernité, c'est de la économisation, c'est l'acharnement vers la économisation de la vie publique.
Donc c'est réduire les services publics, qui ne sont pas des droits publics, à des services privés. Donc les services privés doivent être achetés pour ça. Non? Et on force les personnes à être des clients. Et on démantèle le sentiment d'appartenir à l'État, comme communauté, pour être tout simplement des inscrits dans une liste de possibles acheteurs de services, au lieu de titulaires des droits. Donc, c'est pas la modernité, ça. Donc, ce que vous décrivez, c'est vrai pour... Ça, c'est le 19e siècle. C'est vrai pour les transports, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour beaucoup de services aujourd'hui. Oui. Où on est transformé en client. C'est vrai que les hebdomadaires publient des palmarès qui permettent aux clients de juger et de comparer les services entre eux au sein du service public. On publie des palmarès des écoles, on met en place des évaluations qui comparent l'efficacité à la fois des enseignants, des médecins, des hôpitaux, etc. Ça vous paraît un danger pour le service public, pour les services publics? Évidemment, l'Italie a donné, a privatisé la route, les autoroutes. Nous aussi. A privatisé. Et l'effet qu'a été que le maintien de ces autoroutes a été complètement ignoré. Le budget du maintien a été coupé et il y a le croulement des ponts. Ça c'est la modernité, ça? Non. Ça c'est le retour à dans les siècles, dans les autres siècles. C'est pas la modernité. Je suis grandi dans la ville de Naples, qui à l'époque avait la plus haute mortalité infantile d'Europe. Et les enfants qui venaient à l'école, d'une famille, on pouvait se permettre de faire aller un à l'école, les autres allaient travailler. Mais dans cette école-là, là où il y avait nous, les personnes qui étaient bien vêtues, qui étaient bien nourries, qui venaient des familles aisées, là, il y avait aussi à côté de nous l'enfant qui venait qui n'avait même pas les bonnes chaussures pour venir à l'école. Mais l'école, là, essayait de faire égalité. C'était un effort de l'égalité. Mais là, ça venait l'effort de l'égalité. Au dehors, c'était tout le contraire. Au dehors de l'école. Mais dans l'école, il y avait l'égalité. Donc, les services sont une forme de formation, sont la formation des citoyens. Les services scolaires, comme les services sanitaires, comme les services judiciaires. Là, il faut savoir qu'on appartient à une communauté. Une communauté qui recueille. En Italie, nous avons des formes substitutives de cette maintenant. Une forme substitutive en Italie, c'est la famille. La famille a une force de tenir ensemble ses membres, même les plus défavorisés, et partager quelques ressources dans l'ambiance familiale. Encore résiste cette formule, cette nucléus de l'économie. Et à côté de ça, il y a une grande activité de bénévolat. En Italie, on est censé être 7 millions de bénévoles, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a aussi toute... Et ça, pour moi, c'est la vraie économie, la comptabilité de l'économie, c'est ça. Pas le PIL, comme on dit, je ne sais pas comme on dit chez vous, le produit lourd, brut, voilà. C'est pas ça, l'économie, la vérité de l'économie. C'est ce qui se produit au rez-de-chaussée de la société. Oui, je me permets de faire une petite incise sur l'école italienne. La France a redécouvert récemment, parce que ça a été publié en DVD, la série de films de Vittorio De Seta, Journal d'un maître d'école, qui avait été réalisé par la RAI en Italie dans les années 70, je crois. C'est assez extraordinaire ce que ça nous dit sur la puissance d'émancipation que peut avoir l'école.
Et c'est assez extraordinaire de voir à quel point nous avons régressé depuis par cette espèce de fascination pour la privatisation et pour la transformation de la mission en service, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous parliez de la modernité dans votre livre, il y a une expression qui dit « La modernité consiste dans une utilisation méfiante des objets, non dans l'enthousiasme pour le dernier modèle ». Une utilisation méfiante des objets. Vous êtes partisan d'une utilisation méfiante des objets? Méfiante, oui, aussi ignorante. Parce que, vous savez, il y avait le mot cellulare en italien. Oui, oui, oui. Vous l'appelez portable. On voit bien ce dont il s'agit. Portable, cellulare. Et vous avez été... Et alors, en Italie, à l'époque, cellulare était les fourgons de la police. D'accord. Les fourgons de la police qui raflaient les manifestants et les amenaient d'abord au commissariat et après en prison. J'ai aussi participé d'un assaut à une fourgon de la police pour libérer tous. Donc il y avait, ma génération a connu les cellulaires de l'intérieur. C'est une expérience intéressante. Maintenant, face au cellulaire, au portable de maintenant, je ne connais rien du tout ce qui se passe à l'intérieur d'un cellulaire portable, mais je connais presque rien du tout de sa fonction. J'emploie une petite fraction de son fonctionnement. Tout le monde, donc ça c'est mon application méfiante et ignorante de la modernité. Mais vous êtes inquiet de la fascination pour ces objets technologiques et pour l'enthousiasme pour le dernier modèle, comme vous dites? Pour moi, c'est de la fascination envers le dernier jouet. Le dernier... Oui, le dernier jouet, c'est une belle expression. Moi, j'ai écrit un livre il y a quelque temps qui s'appelait « Le monde n'est pas un jouet ». Je pense qu'il y a une forme de réduction du monde à un jouet. On s'amuse. Ici, il y a toutes sortes de ces produits qui sont faits pour complaire les acheteurs, pour les attirer, les acheteurs. Pour séduire l'infantile, pas l'enfant, hein, parce que l'enfant, vous le respectez infiniment. Il y a dans vos œuvres des remarques sur l'enfance que le pédagogue que je suis considère comme parmi les plus beaux textes qui ont été écrits. Et dans ce livre-là, il y a un passage sur l'enfant à Noël qui est absolument extraordinaire. C'est une fête de Noël où les enfants doivent réciter des poésies, et puis il y a un enfant qui n'a pas appris de poésie, qui est complètement décalé par rapport à tout ça, et qui va dire la seule chose qui lui passe par la tête, joyeuse Pâques, alors que c'est Noël. Et là, tout le monde se moque de lui. Et vous écrivez « Je n'imagine pas de mortification plus forte que celle d'un enfant qui fait de son mieux et qui reçoit en échange un fou rire d'adulte. » Je n'imagine pas de mortification plus forte que celle d'un enfant qui fait de son mieux et qui reçoit en échange un fou rire d'adulte. Et vous nous expliquez, enfin, le héros explique que lui-même était enfant, qu'il aimerait savoir s'il a ri ou pas avec les autres enfants, et s'il a ri, il se le reproche vivement. Vous avez une tendresse pour l'enfant? J'ai un respect pour l'enfant, mais parce que l'enfant c'est une immensité pour moi. Là-dedans, il y a toutes les possibilités de devenir. Et quand il grandit, les possibilités de devenir se réduisent. Se réduisent. C'est toute une réduction de l'enfance avec quelques spécialisations. C'est comme quand tu trouves en bas d'une montagne. Non? En bas d'une montagne, il y a toutes les possibilités de choix pour monter. Mais plus que tu montes, et plus que se réduisent les possibilités. Et que les voies arrivent à être seulement une sur le sommet. Donc c'est comme ça l'enfance. L'enfance a une immensité qui vient d'être régulièrement réduite, mais j'ai une admiration pour l'immensité de l'enfance. Merci, on va s'acheminer vers la fin. Je voudrais, pour conclure, reprendre un petit passage, toujours, non pas de l'entretien entre... Micro. Ah pardon, non pas de l'entretien entre le juge et l'accusé, mais de la dernière lettre que votre héros écrit à l'être aimé.
Je lui ai parlé, alors, il évoque l'entretien, bien sûr, l'interrogatoire qui se transforme en dialogue, comme vous l'avez dit, je lui ai parlé du sentiment de la fraternité. Elle est avec la liberté et l'égalité dans la devise de la Révolution française. Mais elle est différente. On se bat pour obtenir ou pour défendre une liberté, une égalité. Pour la fraternité, on ne peut pas, on ne se bat pas. Qu'est-elle donc alors? C'est le sentiment qui réunit les fibres d'une communauté, en renforce l'union et produit l'énergie nécessaire afin de se battre pour la liberté et l'égalité. La fraternité est un sentiment politique par excellence. Elle n'exclut personne. Un manifeste du peuple kurde dit que la victoire ne dépend pas du nombre d'ennemis tués, mais du nombre de ceux qui se sont ralliés. L'ennemi aussi peut faire partie de la fraternité. Mais aucun programme ne peut la construire si elle ne se produit pas toute seule. Le communisme est une fraternité. Quand il la perd, il cesse immédiatement et se change en hiérarchie et en nouveaux privilèges. Alors vous faites un bel éloge de la fraternité qui n'exclut personne. Ça me paraît vraiment très important. Nous avons une fraternité à dimension variable, à géométrie variable chez nous, et nous excluons volontiers certains êtres du champ de notre fraternité. On le voit bien au regard des réactions de nos contemporains sur ce qu'ils appellent les vagues migratoires, ce que vous appelez très justement plutôt les flux migratoires. Elle n'exclut personne, une fraternité sans exclusive ni exclusion, bien sûr. Mais en même temps, vous nous dites que cette fraternité ne se commande pas. Cette fraternité, vous nous dites, aucun programme ne peut la construire si elle ne se produit pas toute seule. Aucun programme ne peut la construire si elle ne se produit pas toute seule. Alors, en fin de cet entretien, cet éloge de la fraternité a quand même un bémol. On ne peut pas la construire, on ne peut pas la programmer. On comprend bien que c'est un atout formidable, mais on se dit aussi, nous sommes condamnés à attendre qu'elle émerge. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à cette émergence d'une fraternité qui n'exclut personne? Et le qui n'exclut personne est évidemment essentiel. C'est la même chose que se produit avec la citoyenneté. On redevient citoyen dans des circonstances spéciales, en formant un comité pour résister contre quelque chose ou pour obtenir quelque chose. Ici, il y a un format qui réunit des personnes et les rend citoyens. Et le format qui permet d'insister sur notre activité, c'est la fraternité. Ça se produit. Et s'il n'y a pas de fraternité, nous ne prendrons pas le métro pour arriver ici. S'il n'y a pas, au départ, le billet de la fraternité pour arriver ici. C'est comme ça. Moi, je l'ai expérimenté. Dans ma vie, dans le XXe siècle, dans les usines, sur les chantiers, j'ai expérimenté toute forme de fraternité. Donc, je peux dire, en pratiquant de cette expérience, je l'ai pratiquée, je l'ai connue régulièrement. Je la retrouve, je commence à la retrouver parfois. Je la retrouve dans la lutte de Val de Sousa. Je la retrouve dans les parents des bébés tués à Taranto par les émissions de la ILVA, de la sidérurgie. Je retrouve la fraternité un peu partout. Elle contredit l'économisation de la vie publique et de la vie civile. Donc c'est pour moi, et s'il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas l'occasion de se rencontrer. Manque l'occasion de se rencontrer. Donc c'est notre format. Mais vous n'avez pas le sentiment que nous vivons aujourd'hui à la fois des îlots de fraternité exceptionnels, et vous les évoquez, et en même temps une montée de l'exclusion dans le discours dominant? Si, il y a ce contraste, cette contraddiction. J'ai eu par ami fraternel un poète de Sarajevo qui s'appelait Iset Sarajevic. Il est mort maintenant. Et il avait perdu pendant sa vie
tous les membres de sa famille. Un frère qui avait été à l'époque, dans le 43, un frère ailleurs, qui avait été fusillé par les fascistes italiens en Yougoslavie. Et après, deux sœurs qui sont mortes d'indigence pendant le siège de Sarajevo, les longues années de siège de Sarajevo. Et à la fin de ça, il disait, mais je ne peux pas ne être frère. Donc même sans aucun membre de sa famille, il ne pouvait pas dire, mais je dois continuer à être frère. Et c'est comme ça pour nous. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes, peut-être une ou deux personnes dans la salle, peut-être un peu plus, souhaiteraient prendre la parole, pendant que Eri De Luca va boire un verre. Est-ce que... Qui était une question sur la sincérité de leur engagement. Qu'est-ce qui a fait, dans votre vie, Eri De Luca, que vous vous êtes senti associé à la vie civile, à la vie publique? Quel est le déclic qui, dans votre vie, a fait que vous vous êtes senti avec les autres ou engagé dans la vie collective? Et c'était une chose très forte, parce que j'étais exactement le contraire. Je suis grandi fermé comme un caillou. C'est encore plus fermé qu'une huître, un caillou. Et à 18 ans, je suis parti de la maison, de ma vie. J'ai tout quitté, par insouciance, par dégâts, par dégoût. Je me suis trouvé dans les rues une génération d'insurgés. Il était tout descendu du trottoir, il marchait dans le centre des rues. Donc j'étais absorbé par cette communauté qui était dans les rues et qui m'a changé complètement mon caractère, m'a complètement m'a forcé à la parole, m'a forcé à agir avec les autres, m'a appris la force de l'appartenance à une communauté. Donc ça a fait mon éducation de citoyen, mon éducation civile. Et que les luttes de cette génération, les longues luttes de cette génération, toute une décennie, a absorbé ma jeunesse complètement. Donc je suis... Maintenant, j'ai un moment d'étourdiment, le moment où que cette génération s'est dissoute. J'appartenais à un groupe qui s'appelait Lotta Continua, mais Lotta Continua s'était interrompu. C'était une contradiction en termes pour moi. Et je ne voulais pas m'interrompre, mais je ne me trouvais plus dans cette appartenance. Mais la leçon qui m'a donné cette génération est définitive pour moi. L'image est juste pour moi, celle d'être le cheval de Quichotte. Je suis un lecteur de Quichotte, mais souvent dans ma vie, je me suis identifié avec le cheval de Quichotte parce qu'il y a toujours des bonnes causes qui sont montées sur mon dos et m'ont poussé vers leur but, vers leur destination, vers leur engagement. Donc il y a toujours eu quelques Quichottes qui m'ont monté sur de bonnes causes sur la... Et donc j'ai souvent obéi. Mais je ne choisis pas parmi les causes. Ce sont les causes qui tombent sur moi. Donc c'est comme ça. J'ai eu aucune liberté. Quand je me réveille le matin, je ne lis pas les journaux pour dire de quoi je vais m'emmêler, non? C'est le contraire, j'évite de lire les journaux, mais il y a toujours quelques bonnes causes qui m'arrivent, m'attrapent et m'engagent. Alors j'obéis. C'était une école
où ceux qui ne réussissaient pas à avoir des bons résultats dans l'école publique, alors on les envoyait dans les écoles privées, des gens qui pouvaient se permettre Mais vous avez un système particulier, parce que l'école confessionnelle catholique est considérée comme une espèce d'école publique chez vous. Hein. Un peu comme ça, mais ceux qui allaient chez les prêtres, on dirait chez nous. Alors, ils étaient des étudiants de série B. Hein, ça, c'était comme ça. L'école publique, c'était l'école. Et l'autre, c'était un accessoire. C'est à renverser la chose. L'école privée est devenue plus importante et plus qui donne de l'instruction majeure. Il faut défavoriser l'école privée. Oui, moi je ne vais pas répondre parce que vous attendez bien sûr la parole d'Éric Deluca sur les deux questions, mais puisque vous m'interrogez, je dirais volontiers qu'il n'est pas question de stigmatiser ici les parents qui font un choix à un moment donné en raison de difficultés personnelles, et parce que l'école publique n'est pas à la hauteur de ses ambitions, de mettre leurs enfants dans l'école privée. En revanche, il est question de s'interroger sur le sens que peut avoir le fait de laisser se développer des initiatives pédagogiques émancipatrices dans des écoles privées qui sont quand même pour l'essentiel des écoles de l'entre-soi, c'est-à-dire des écoles où quelques petits Émile Ocurose, comme disait un pédagogue que j'aime beaucoup, Fernand Houry, se retrouvent avec une éducation bienveillante dans des conditions favorables et à l'écart du tout venant. Je crois que ce séparatisme social, puisqu'on parle beaucoup de séparatisme en France, que constituent les écoles privées, en particulier hors contrat, est un vrai danger pour la République et qui n'a pas tellement été pointé d'ailleurs dans la loi qui prétend lutter contre le séparatisme. Bon, voilà. Mais ça nécessiterait bien sûr de longs développements. Bonjour et merci pour vos interventions tout aussi riches les unes que les autres. Moi j'aurais une question très courte. Si vous aviez un conseil à donner à la jeunesse, lequel serait-il? La jeunesse a son futur assuré, sauf s'il se suicide. La jeunesse a son futur assuré, et moi, mon futur est déjà, c'est déjà écoulé. Donc, vous avez le futur. Le futur viendra chez vous. Parce que c'est pas vrai que rien change. Change tout continuellement. Tout change continuellement. Alors, on peut décider. On peut décider de rester à la fenêtre et attendre que le futur vienne te chercher. On t'attend en bas. Et t'amène avec lui le futur. Ou tu peux décider de faire quelque chose pour que le futur soit comme tu veux. Intervenir sur les processus qui font avenir le futur qui est inévitable. C'est un choix. Et dépend du tempérament des personnes, de leur caractère. J'admire cette génération qui a moins de 20 ans, qui a décidé de s'occuper du futur de la planète. Je l'admire. Je l'admire, je ne peux pas donner des conseils, mais je peux dire à quelqu'un, en fait, regarde ta génération, regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis après, tu peux bien décider de rester à la fenêtre, hein, parce que le futur, c'est une affaire à toi. Mais regarde ce qu'ils font déjà, ce qu'ils essaient de faire déjà, ceux de ta génération. Moi, je me suis trouvé entraîné dans ma génération, complètement engouté, complètement transporté par ma génération. Donc, pour moi, c'était facile. Aujourd'hui, il est plus difficile pour un jeune choisir une grande force de frappe, sans une masse critique
de sa génération qui est déjà en route. Mais la situation est exactement ça. Est-ce que tu demandes à toi-même, est-ce que je vais faire quelque chose pour aller dans une direction, ou j'attends tout simplement que soit les autres, soit le futur qui décide, qui décidera de moi. C'est la question. Je ne peux pas répondre, parce que je suis déjà passé. Mais je peux faire rebondir la question. Oui, on distingue en français, je ne sais pas si la distinction existe en italien, le futur et l'avenir. Le futur arrive toujours, hein, le futur c'est dans un quart d'heure, dans une demi-heure, dans 2 heures, dans 3 jours, dans 6 mois, on aura un futur. La question de savoir si on aura un avenir, c'est tout à fait autre chose. Et si on aura un avenir dans lequel on aura un petit peu de poids pour qu'il soit plus juste, pour qu'il soit plus équitable, plus équilibré, plus serein pour les humains, plus solidaire, ça c'est une autre question. Et moi j'ai le sentiment aujourd'hui, quand je parle avec des jeunes qui savent bien qu'ils ont un futur, mais qui se posent la question de savoir s'ils ont un avenir. Et que cet avenir, cette angoisse à l'égard de l'avenir est aujourd'hui une des constantes, une des dominantes de ce que vit la jeunesse, et je suis très heureux que vous ayez pu lui dire ce que vous lui avez dit. Une autre intervention, il y avait une autre personne qui voulait prendre.